Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Et on débute avec cette phrase: quitte à se faire saigner, autant que ce soit utile. Voilà l'un des slogans utilisés par les infirmiers libéraux en colère qui ont fait un don du sang aujourd'hui. Un acte pour dénoncer le manque de considération envers leur profession depuis plus d'une décennie. Selon le syndicat IDEL, la nomenclature générale des actes professionnels est obsolète, incompréhensible et source d'erreurs. C'est sans compter le gel des indemnités forfaitaires de déplacement depuis 2012 et les ciblages incessants effectués par la sécurité sociale. Ils demandent aussi l'abrogation de la loi de finances de la sécurité sociale. On fait le point. Un mouvement national des infirmiers libéraux en colère qui a pris naissance en décembre 2022 en métropole, et nous sommes ici pour demander une reconnaissance, une revalorisation de notre travail. Nous avons dans un premier temps déjà envoyé des courriers au président, aux maires, aux députés, aux sénateurs. Nous avons mis en place des réseaux sociaux sur Facebook, sur Twitter, les infirmiers libéraux en colère. Et nous avons mis en place des actions comme aujourd'hui qui est de donner notre sang, quitte à se faire saigner autant que ce soit utile. Donc le prochain mouvement à venir est une marche au flambeau et nous aimerions que nos instances et notre gouvernement nous entendent et nous considèrent et viennent discuter avec nous. Je tiens à informer la population, les patients que je soigne, que c'est vrai qu'ils ne se rendent peut-être pas compte, mais je suis payée 2,50 € brut le déplacement, peu importe le kilométrage. Sachez que ça doit faire 1,10 € net et au prix du litre de l'essence, nous ne sommes pas gagnantes du tout. Donc les patients qui habitent loin, les prises en charge, forcément nous faisons des efforts de déplacement. On a les AMI, les AIS qui sont les actes de cotation de base de notre NGAP avec lesquels nous télétransmettons pour pouvoir être payés, qui n'ont pas été revus depuis 2009, pour lequel un acte simple, je vous donne par exemple un pansement, un AMI 2, c'est coté 6,60 € brut. Alors le message qu'on aimerait faire passer à la population, c'est que maintenant, la population est de plus en plus vieillissante et a un souhait de rester à domicile. Nous sommes dans un carrefour ambulatoire qui est à son apogée. Donc nous avons de plus en plus besoin de l'infirmière à domicile pour s'occuper de ces personnes âgées. Et si nous ne sommes pas valorisés ni reconsidérés, il n'y aura plus d'infirmières d'ici quelques années. Et on enchaîne avec le débrayage d'une soixantaine de salariés de la société Sopharma. Ils réclament un alignement de la revalorisation salariale sur celle obtenue par leurs collègues de la Martinique. Sur l'île Sœur, ils bénéficient de 2,5%, alors qu'ici en Guadeloupe, les agents n'ont droit qu'à 1,5%. Une disparité qu'ils n'acceptent pas. Regardez. Depuis nous bloqués, nous attendons la direction pour nous appliquer l'harmonisation là. Nous pas une discussion avec la direction, ils disent qu'il n'y a pas qu'à discuter quoi. Donc fait nous suivre ça, ils disent. Sinon, donc nous pas une discussion à part de ça quoi. Alors combien de monde qui est en grève et qui pense ça qui a impacté? C'est-à-dire que nous avons une bonne soixantaine, toute soixantaine là dehors. Hier, ils maintenant ici, ils ont empêché mon travail. Bon matin, nous ouvrons porte pour certains qui travaillent. Là, constaté, c'est la même constaté que les gens ne pas travailler quoi. Pour ne pas entrer. La direction entrée, tout de suite la direction repartit et il n'y a pas dit non à rien quoi. Quand il y a c'est des entreprises distinctes, c'est des mêmes entreprises là, il y a toujours dit nous. Donc tout ça nous toujours obtient Guadeloupe, il y a toujours même dans la Martinique. Mais je dis que ça qui a posé problème, c'est que nous faisons un hour, nous obtenons 1,5, quand collègue l'a expliqué. Et après, la Martinique fait un hour où ils obtiennent 2,5. Donc nous demandons à ce moment-là, nous faisons un courrier pour demander de réajuster ça nous obtenons là pour nous à même égalité que la Martinique. Et c'est là où on va nous là nous bloquer parce que vous ne veut pas attendre rien par rapport à ça nous dit. Donc nous c'est qu'à attendre toujours nous là. Et nous en contact avec la Martinique, ça qui est encore plus parce que la Martinique qui porter soutien à la Guadeloupe. Eh bien, nous attendons qu'il fait harmonisation là quoi, c'est ça nous attendons. Mais la direction pas en arrière.
Avec un rien, il y a dit que eux-mêmes, yo, directeur nous dit que il n'y a pas les mêmes maisons, quoi, c'est ça. En passant, ces questions-là qu'on pose, nous, quand attendent, il n'y a pas les mêmes mises à ça encore. Bon matin, il est entré, il dit qu'il ne peut pas rentrer. Hier, nous ouvert, ils sont entrés et ils sont repartis. Ils sont partis nous ailleurs. Donc nous là, c'est là nous attendons. Ok. Nous attendons quoi. Sans oublier quand on fait peut-être c'est mon CHU là. Combien de temps ils ont en grève, hein? Là, combien de temps? Si nous ne pouvons pas gagner 2-3 jours, ça va être bon. Donc nous là, nous attendons aussi. Et on se rend à l'Université des Antilles qui inaugure son épicerie solidaire. Ouverte en 2021, elle vise à aider les étudiants en précarité qui au fil des ans sont de plus en plus nombreux. Vive la France! À noter que les protections féminines sont gratuites. Regardez. Depuis 2021, l'épicerie solidaire fonctionne, mais elle n'avait pas été inaugurée. Aujourd'hui, elle a été inaugurée, épicerie solidaire Jean-Laine Létissé, car c'est le précédent vice-président du pôle Guadeloupe qui avait mis en place cette épicerie solidaire. Donc aujourd'hui, nous l'avons inaugurée afin de sensibiliser les étudiants sur le lieu de cette épicerie pour qu'ils puissent venir se procurer des produits à des prix réduits. Comparé au passage de l'année dernière, cette année-ci, on retrouve beaucoup plus de passages, depuis que je suis là du moins. En effet, il y avait en effet une affluence. On peut compter à peu près 700 étudiants par année. Donc là, aujourd'hui, on constate qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante. Donc on a un peu plus d'étudiants qui viennent au sein de cette épicerie solidaire. Du coup, je suis assez étonnée de voir qu'il y a pas mal de choix ici. C'est plutôt pas mal. Et puis les prix sont très abordable par rapport à la grande surface. C'est génial. Et du coup, je viendrai faire mes courses ici. Un pensez à vous inscrire? Oui. D'accord. Je viendrai m'inscrire. Voilà. Merci. Produits secs, des aliments secs du moins, le riz, pâtes, tout ce qui est féculent, la viande et les produits, tout ce qui est fromage, produits laitiers, yaourt. Alors en effet, aujourd'hui, on a pu nouer avec des partenaires. Donc on verra par la suite, avec les nouveaux partenaires que nous avons, si nous pouvons agrandir cet espace ou encore avoir d'autres lieux pour des épiceries solidaires. Ils sont très satisfaits des prix et sincèrement, je serais étudiante, j'aurais gravement profité. On est en partenariat avec l'association Alternative 119 qui gère l'épicerie solidaire, mais on a pu établir 2 conventions avec la préfecture, donc une convention pour la lutte contre la précarité menstruelle, ce qui nous a permis aujourd'hui de mettre à disposition des étudiants des produits d'hygiène gratuits pour les étudiants aujourd'hui et par la suite, ces produits seront disponibles au sein de l'épicerie gratuitement. Parce que c'est une très bonne initiative. Comme j'avais vu dans le mail, c'était pour combattre la précarité menstruelle. Donc, je pense que ça va aider, surtout au niveau universitaire. Ce n'est pas tout le temps que les étudiants vraiment ont le moyen. Donc, c'est disponible, c'est là, c'est gratuit. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative. Je remercie ceux qui ont pris l'initiative de faire ça pour cette journée et je pense que ça va continuer. Un reportage d'Olivier Félix. Et on part pour la finale académique du concours scientifique C'est génial. Les élèves ont présenté leurs travaux de recherche autour de l'écologie et du développement durable. Et la matière première choisie et mise en avant est le coco. Regardez. Cette édition 2023, donc l'équipe gagnante, c'est sur le projet Coco & Co. Le collège Très fière parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis septembre. Et nos résultats sont vraiment incroyables, on est satisfait vraiment. Si on va au niveau national, notre charbon actif n'a pas pu être concluant, mais si on passe au niveau national, on pourrait envoyer nos tests à l'Institut Pasteur et ils pourraient tester notre charbon actif pour voir s'il permet de filtrer l'eau et ainsi le chlordécone. D'habitude, on a beaucoup plus de projets. Mais malheureusement, depuis le Covid, c'est un petit peu difficile de motiver les collègues. Alors j'espère que l'année prochaine, on reviendra à un nombre de projets plus importants. Étant donné que c'est vraiment une très belle expérience pour les élèves, c'est vraiment une expérience qu'ils apprécient, qui les motive. Et ils sont vraiment contents de participer au concours, donc c'est dommage de les en priver.
Je vais être honnête avec vous, moi ça fait 5 ans que je participe au concours C'est Génial en tant que jury et chaque année c'est toujours difficile justement de faire la différence entre les élèves parce qu'on voit leur investissement, on voit qu'ils sont passionnés par leur projet et oui c'est toujours difficile de faire, de noter les élèves par rapport aux autres, mais bon quand on voit que quand même il y a des projets qui sortent un peu du lot, où il y a l'investissement qui est encore plus important, où il y a de la méthodologie, il y a de l'innovation et donc c'est en général ce genre de projets qui vont sortir du lot par rapport aux autres, quoi. Mais tous les projets sont bons bien sûr. On dit que c'est un concours donc le but effectivement, c'est de trouver des projets innovants, des projets intéressants et effectivement, ça permet aux élèves vraiment de proposer de très bonnes idées et généralement des idées tournées vers l'écologie, vers le développement durable, ce qui est une bonne chose pour nous tous puisque nous le savons, la planète est en danger. Effectivement, vous avez pu constater qu'à travers ce projet, ils se sont investis dans différents axes. Ils ont mené différents travaux de recherche qui ont amené à des résultats qui sont concrets et qui leur a permis justement de valider ou d'infirmer des fois des hypothèses qu'ils avaient proposées. Et donc à travers ce projet, on a pu voir l'utilité des déchets végétaux extraits de la noix de coco et une sorte de rentabilité positive, une sorte de manière de bien exploiter cette noix de coco, quoi. J'espère surtout que ce projet va être diffusé au plus grand public parce que justement, peut-être que des petites entreprises ou des entreprises plus grandes vont justement se saisir de l'occasion que nous ont présenté ces jeunes pour pouvoir justement travailler avec eux et développer ce projet à échelle industrielle ou à échelle locale pour pouvoir justement mettre en œuvre des stratégies qui permettent de rentabiliser justement ces déchets verts qui sont produits grâce à la noix de coco. Et dans le cadre du Conseil national de la refondation, l'école maternelle de la Pointe-à-Bacchus à Petit-Bourg lance l'opération Lisons en famille. L'objectif est clair, remettre la lecture et le livre au cœur des foyers. Regardez. Nous sommes à l'école de Pointe-à-Bacchus, l'école maternelle de Pointe-à-Bacchus, où nous recevons la rectrice d'académie, puisque la ville de Petit-Bourg, par le biais de cette école, a été retenue dans le cadre d'un appel à projet. Et le projet qui a été retenu, c'est celui qui est présenté par le directeur de cette école, M. Lapin, un projet qui est identifié « Lisons en famille ». Lisons en famille parce qu'effectivement, on se rend compte des difficultés de lecture, des difficultés d'expression de nos enfants qui quelquefois ne maîtrisent pas le langage parce qu'ils sont un petit peu éloignés de la lecture, parce que dès leur naissance, ils n'ont pas eu cette pratique de lecture. Donc ce projet consiste véritablement à allier la lecture à la fois sur format numérique mais sur format papier et qui permet aux parents et aux enfants d'être dans une démarche beaucoup plus ludique et faire de sorte à la fois que les parents eux-mêmes initient leurs enfants à la lecture parce qu'ils leur montreraient le chemin. Donc ce serait un apprentissage pour les parents, mais aussi un plaisir pour les enfants d'apprendre à lire et de mieux corriger le langage ensemble avec leurs parents. Alors dans le cadre du Conseil national de la refondation, où il s'agit de réfléchir sur l'école et sur des projets autour de l'école, j'ai souhaité venir dans cette école qui a déposé un projet autour de Lisons ensemble, mais également sur sa bibliothèque. Et c'est un projet qui a été retenu, y compris pour un financement au titre du Fonds d'innovation pédagogique, en raison des implications qu'il a et autour de la réussite des élèves. C'est très ludique, c'est très intéressant et ce projet donc a été retenu sur le plan national et c'est pour nous, ville de Petit-Bourg, une fierté parce que nous serons mieux en mesure aussi de proposer d'autres actions dans nos bibliothèques que nous allons rénover, dans les espaces supplémentaires que nous avons ouverts à la Lézarde et ce que nous allons faire dans le bourg, faire de sorte que d'autres équipements soit dans le prolongement de ce qui va se passer dans l'école pour que les enfants et les parents s'amusent, prennent plaisir à la lecture. Reportage signé Michel Depape. Et un an après la mise en place du contrat engagement jeune, la direction du travail, le Pôle emploi et la mission locale dressent le bilan. 2200 jeunes à travers le territoire ont bénéficié de cet accompagnement renforcé qui vise à les rendre autonomes pour qu'ils investissent et construisent leur vie. Regardez. Alors déjà cette matinée elle est dédiée aux conseillers donc Pôle emploi et conseillers mission locale. L'objectif c'est de faire un point
un an après la mise en œuvre donc, du contrat d'engagement jeune. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de mieux coordonner nos actions, de faire un état des lieux, ce sur quoi effectivement on a travaillé à destination des jeunes Guadeloupéens, et de voir comment on peut mieux répondre à leurs attentes en 2023. Le contrat d'engagement jeune, c'est un contrat d'accompagnement renforcé que nous avons mis en place en 2022 avec l'État et Pôle emploi, notre partenaire. On va dire qu'une belle réussite pour les jeunes, parce que près de 2200 jeunes ont pu bénéficier de ce contrat d'engagement. La mission locale et Pôle emploi font ce qu'ils appellent un diagnostic 360, c'est-à-dire qu'ils étudient vraiment où en est le jeune au niveau donc, de son logement, de sa mobilité, des problématiques de santé, etc. avant vraiment de l'engager dans un parcours professionnel, de projet professionnel. Il faut savoir qu'ils ont bénéficié à la fois d'un accompagnement renforcé, qu'on dit programmatique, c'est-à-dire qu'ils devaient être présents à la mission locale 15 heures par semaine. Ça n'était pas évident pour eux. On a eu de l'absentéisme, mais ils ont tenu le coup. Et puis, pour les jeunes, il y a eu donc beaucoup d'offres d'insertion, d'emploi, de formation, de solutions structurantes et aussi une allocation de plus de 500 € qui leur permettait de se déplacer. Et ces 500 € étaient donnés en fonction de leur présence dans les ateliers, dans leur mobilisation, leurs engagements. J'aimerais m'adresser aux parents pour qu'ils puissent accompagner leurs jeunes, expliquer aux jeunes que leur avenir est dans leurs mains. Nous, les conseillers de la mission locale, les conseillers de Pôle emploi, nous sommes là pour proposer, pour orienter, pour accompagner. Mais nous attendons beaucoup sur les parents pour donner aux jeunes les valeurs du travail, les valeurs de l'engagement. Et quand ils signent un contrat d'accompagnement, qu'ils s'engagent, qu'ils soient présents, puisque notre seule vocation, c'est de leur permettre de s'en sortir et de porter leur avenir, d'être autonomes dans un emploi, d'avoir une famille, une maison et des enfants. Les compagnons bâtisseurs ont fait une halte au Gosier à l'association des habitants de la Brousse. Ils animaient un atelier fabrication du jeu Ti Point Ti Croix en bois. Le reste en images. On est une association qui propose des ateliers de bricolage pour former les gens au bricolage et pouvoir se débrouiller tout seul, mais également on propose aussi des rénovations. Donc on aide les gens à rénover leur logement quand ils ont des premières nécessités effectuées au niveau des travaux. Nous, on est vraiment là pour aider les personnes en difficulté. On n'est pas une société, on ne veut surtout pas prendre la place des entreprises guadeloupéennes. Donc une fois par mois, je me déplace dans différents quartiers pour proposer des ateliers. Donc aujourd'hui, on fait le Ti Point Ti Croix. Mais ça peut être également fabrication de petits bancs ou de jardinières en bois en palettes, donc en version recyclée. Et on fait ça une fois par mois dans différentes villes. Donc aujourd'hui c'est au Gosier, mais je fais ça également sur Pointe-à-Pitre, sur Morne-à-l'Eau et bientôt aux Abîmes également. Je suis venue aujourd'hui à l'atelier parce que j'ai reçu l'invitation. Et curieuse de nature, je travaille avec un centre de loisirs, donc je m'enrichis et je suis venue voir comment ça se passe pour la création du Ti Point Ti Croix avec le bois. Je l'ai fait sur carton et là je voudrais faire avec le bois, donc je ferai par la suite en grandeur nature pour les enfants. Concernant la mise en place de l'atelier, c'est une excellente initiative. Ça nous permet de nous enrichir, comme je le disais, et puis on rencontre du monde. Là, je vois qu'il y a des jeunes qui sont là, c'est tout un plaisir. J'ai beaucoup apprécié parce que j'ai pu travailler. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait pour moi, j'ai fait, donc je pourrais par la suite sans problème aussi donner à faire. On a de plus en plus de bons retours. Les gens s'inscrivent et reviennent régulièrement aux ateliers. On a de plus en plus de villes qui nous font confiance et de CCAS, parce qu'on travaille beaucoup avec les CCAS, donc qui nous font confiance et qui ont vu ce qu'on était capable de fournir comme prestation. Et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Oui, j'ai beaucoup de gens qui demandent à venir régulièrement aux ateliers. Parlons maintenant des Guada Boys qui s'inclinent de nouveau face à Antigua. Malgré la défaite, la sélection de Jocelyn Angloma ne se démonte pas pour la rencontre de ce dimanche. Le résumé de Richard Etienne. Battu à l'aller par Antigua et Barbuda 1-0, la Guadeloupe en rouge à l'écran doit s'imposer dans ce match capital pour être certain de disputer les prémices de la Gold Cup. Un message bien reçu par les hommes du coach Jocelyn Angloma, à l'image de cette action à la 5e minute de jeu. Thierry Ambrose est à une semelle d'ouvrir la marque et trouve en face un excellent gardien dans sa base. La réaction des jaunes et noirs, plus tard,
Sur cette action, tête de Daniel Bouritz, non loin du cadre de David Houillard. Les Guadeloupéens qui poussent, ils obtiennent un coup franc dans l'axe Phaéton-Frappe, tête de Gravillon, nouvel échec pour la Guadeloupe à la 30e minute de jeu. Puis c'est au tour de Michael Alphonse de buter contre ce mur, visiblement infranchissable. 0-0, c'est le score au terme de la première période. De retour des vestiaires, scénario identique. Dès l'entame, un coup franc orchestré par Gravillon à la réception. Mathias Phaéton, dans un angle fermé, trouve à nouveau le portier Nicolas Thompsons. Puis à la 57e minute de jeu, c'est le coup de grâce pour les visiteurs dans un angle difficile. Loa Grams trompe David Houillard, 1-0 pour Antigua et Barbuda. C'est donc le score final qui amenuise les chances guadeloupéennes pour une qualification à la Gold Cup avant de rencontrer Cuba le week-end prochain. On est déçus parce que je pense que les occasions on les a eues. Au final on ne les met pas au fond et puis eux comme à l'aller, ils ont peut-être 2 occasions sur le match et puis on se fait punir. Cette équipe a été réaliste, nous pas du tout. Vu le nombre d'occasions qu'on a eues, on aurait pu, malgré le fait qu'on a commis pas mal d'erreurs, on aurait pu gagner ce match, mais malheureusement on l'a perdu. Quelquefois il faut savoir peut-être aussi faire match nul, on ne gagne pas mais on ne perd pas. À l'arrivée on s'est mis en difficulté, mais maintenant il faut tout faire en sorte pour pouvoir gagner à Cuba. Je pense qu'on ne doit pas perdre un match comme ça, surtout qu'on est là, on joue la plupart à haut niveau, on n'a pas le droit de perdre un match comme ça. Et voilà, on ne va pas commencer à pleurer et raconter des conneries. On a perdu 1-0 ce soir, il y a un match dimanche, on n'est pas encore éliminé. Ils reviennent à égalité de points avec nous. Il y a un match, une vraie finale à aller gagner dimanche et je peux vous dire qu'on est déjà la tête dessus. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.